La violence, on en a tous fait. Mais oui, c'est pas un secret. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça va m'arriver aussi. Mais il faut savoir, en fait, qu'est-ce que c'est de la violence. Et c'est pour ça qu'on invite aujourd'hui Olivier de l'organisme GAPI qui spécialise en comportement violent dans des contextes conjugaux et familiaux. Bienvenue au balado Vérité qu'on s'échange. Olivier, je suis vraiment contente de t'avoir sur le plateau aujourd'hui parce que je pense que de la violence en général, la communication non violente, ça fait vraiment partie de notre vie à chaque jour. C'est impossible d'avoir une vie justement sans violence. Mais en fait, c'est surtout de savoir l'identifier, de savoir la comprendre, puis savoir justement comment se dire à un moment donné, c'est-tu assez, c'est trop ou pas. C'est difficile de nos jours. On est bombardé d'informations. Puis justement, tu es là pour nous éclairer aujourd'hui. La première chose qu'on va faire, c'est justement définir c'est quoi la violence. Mais, c'est une grosse question, hein? Oui, c'est un sujet qu'on parle de plus en plus maintenant, puisque si on recule avec les années, la violence, c'était beaucoup physique. C'était celle-là qu'on parlait le plus. On s'entend qu'un coup de poing, personne qui s'ostine pour dire c'est la violence ou ce n'est pas. Absolument. On le sait que ce n'est. Donc maintenant, on voit beaucoup les formes plus subtiles, puis on en parle. On parle de plus en plus d'intimidation, de manipulation, de chantage, des formes qu'on ne parlait pas vraiment avant. Donc on est plus sensibilisé, puis on voit plus les conséquences puis les impacts que ça peut avoir au niveau psychologique. La violence physique, ça laisse des marques au niveau physique. Donc, on le voit. Un bleu, c'est un bleu. On le sait qu'il y a une conséquence, une douleur. Mais la violence plus psychologique, verbale, ça vient affecter la santé mentale. Puis ça, on le voyait pas vraiment avant ou on en parlait moins. Donc maintenant, on est beaucoup plus sensibilisé. Donc, on en voit comme plus. Oui, c'est ça aussi la question. On en voit plus, tu sais. On en voit plus, puis ils ont différents impacts, mais ils ont tous des conséquences. Donc, que ça soit de la violence, comme j'ai dit, il y a physique, il y a envers les objets aussi, briser des objets, en tirer, tout ça. Il y a de la verbale, il y a de la psychologique. Donc, crier, insulter, dévaloriser, manipuler. Le sarcasme aussi, pour envoyer des points, des petits messages. Je fais une petite blague, une petite ironie, juste dans le but de venir toucher une corde sensible, te faire réagir. C'est des formes de violence. Ça a des impacts. Ça nuit à la communication, ça nuit à la dynamique. Puis au bout du compte, ça ne réglera pas le problème, puis ça risque même d'empirer avec le temps. Fait que maintenant qu'on comprend tout ça, on veut justement essayer d'apporter des outils puis des moyens pour pas en arriver là, pas nuire à nos relations qui sont plus personnelles avec nos proches. Donc, on est plus ouvert à voir comment on peut communiquer puis comment on peut justement amener les conflits ou les problèmes, mais sans tomber dans cette spirale-là qui va être néfaste sur le moyen et long terme. Ben oui, puis justement, en termes de... Là, on a parlé de, je pense, 4 formes, mais il y en a tellement d'autres. Là. Je pense que c'est infini. T'sais, il faut vraiment s'informer pour savoir, justement, chantage, mais on en a autant des subtils que... subtil, pas si subtil que ça, mais la cyberintimidation qu'on a parlé, je pense que ça en est aussi une forme. Il y en a d'autres aussi. Oui, là. les violences relationnelles aussi, empêcher de voir des amis, contrôler les fréquentations. On peut même spirituel, forcer à avoir une religion, empêcher. Donc, il y a la violence sexuelle aussi, qu'on parle de plus en plus, qui est un sujet assez tabou. Mais tout ce qui est la manipulation pour avoir des relations sexuelles, tout ça. Donc, puis, on parle de... C'est ça, de plusieurs formes. Il y en a qu'on regroupe des fois. Fait qu'on a tous une façon de les regrouper des différents organismes, mais ils ont tous quelque chose en commun. C'est que le but, c'est... Il y a une intention de heurter. Il y a des moyens qui sont utilisés, qui ont des conséquences. Ça nuit, que ça soit à la relation. Donc, ils ont un peu tout le même impact quand même. Puis la déceler qu'on dise « Ah, c'est-tu la violence relationnelle? C'est-tu la violence psychologique? » L'important, c'est de savoir c'est de la violence. Est-ce que c'est un comportement qui est inadéquat, qui n'a pas sa place, puis que je pourrais utiliser un autre moyen pour faire passer mon message ou pour communiquer, qui va être plus sain puis qui va être bénéfique pour les deux parties. Puis, tu sais, c'est justement ça, tu sais, là, quand on commence un peu à chercher, on peut en voir un peu partout. En fait, beaucoup partout, parce qu'il y en a énormément, là, plus qu'on pense. Ça peut être autant même dans les médias, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être justement dans des contextes familiaux dans lesquels que vous vous spécialisez. Puis, justement, comment qu'on fait pour déceler quand que c'est réellement... Comme ça, il y a un tournant, là. C'est néfaste, puis là, on l'identifie, puis il y a un problème qu'il faut gérer. Ou dans certains cas, que c'est juste comme spontané, puis ça arrive parce qu'on en fait tous là, de façon... il y a des formes de violence ultra subtiles. Là. Fait que, tu sais, comment qu'on fait justement pour se dire, bon, là, il y a un tournant qu'il faut qu'on prenne en charge la situation, c'est anormal, tu sais. Il y a beaucoup de zones grises dans tout ça. Tu sais, le comportement, c'est-tu violent, c'est-tu pas violent? Je vais prendre l'exemple du souper. Si je parle avec quelqu'un ou quelqu'un me parle, puis je fais lâcher un soupir de comme ça, dans le but de dénigrer ce qu'elle dit, de dire tu m'énerves, c'est un peu exaspérant ce que tu me dis. Ben là, c'est essayer d'envoyer un message détourné en dénigrant un peu les propos de l'autre. Là, je serais dans la violence. Si je lance un soupir parce que j'ai un surplus d'air,
puis que j'ai juste envie de me détendre, Ouais. je serais pas là-dedans. Mais la ligne est mince de savoir c'est ça. où. Puis il faut regarder, est-ce que ça a des impacts, des conséquences, puis ça se produit à quelle fréquence aussi. T'sais, si je lâche un soupir par année avec mes proches parce que je suis un peu exaspéré, je suis capable de rattraper ça, je suis capable de recommuniquer. « Ah, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais faire. Je suis un peu... la conversation, elle mérite un peu. » Donc, je suis capable de le ramener, justement, pour pas que ça ait de conséquences puis que mes proches se sentent pas heurtés. Mais si ça revient régulièrement, souvent, puis que ça vient un mode de communication, je soupire, après ça, l'autre, il me lance une pointe, après ça, je lâche un petit commentaire blessant, après ça, l'autre hausse le ton. Là, il y a une escalade, puis c'est là que ça vient à créer une dynamique de communication qui va être nuisible, puisque là, on entre dans un moi, j'ai un comportement, toi, tu me réponds avec un autre comportement, puis là, on rentre dans cette dynamique-là. OK. Donc, si je suis capable de rattraper rapidement, de me reprendre, tout ça, puis qu'il n'y ait pas vraiment de conséquences par la suite à la relation sur moi-même, est-ce que c'est vraiment une problématique rendue là? Pas vraiment. Il y a la question de réponse aussi, que je comprends qui est quand même importante, parce que une communication, visiblement, ça se fait à deux, mais il y a des gens, par exemple, on en parlait un peu avant le podcast, que les comportements... Comment t'expliquer ça? Les comportements, on peut pas les... appris puis reproduit? C'est ça, oui. En étant... Si on suit justement ce principe-là, bien, mettons un père ou une mère qui fait soupir tout le temps à table, mais qui a toujours entendu ses parents le faire, ou dans un contexte justement familial, autre, il l'a comme appris, justement, puis c'est comme une manière de communiquer, mais si personne répond, justement, est-ce que ça c'est considéré comme... C'est de la violence, mais sans plus. C'est vraiment la spirale qui vient avec, puis cette répétition qui est problématique. Plus qu'on va le voir, c'est comme un peu tout dans la vie. Quand il y a une répétition, on vient le banaliser aussi. Ouais. Donc, si à chaque fois que je communique avec quelqu'un, il y a plein de soupirs ou de sarcasmes ou de commentaires, ça se peut que je vienne en banaliser aussi. Ouais. Donc, je vais moins porter attention aux conséquences, aux impacts sur l'autre. Donc, là, après ça... Qu'est-ce que je vais voir comme la violence? C'est souvent les comportements qui vont être plus intenses. Ouais. Crier, insulter, quand ça va en venir là, je vais le remarquer, mais les plus subtils, je vais moins y porter attention. Puis je vais dire, c'est peut-être moi qui m'en fais trop ou quoi que ce soit. Mais si ça me heurte, si ça me fait du mal, c'est là qu'il risque d'y avoir un problème aussi. Puisque je me sentirai pas bien, puis comment je vais répondre à ça, puis je vais le gérer. Donc, c'est là qu'on parlait de communication non violente. Comment répondre à ces attaques-là? Comment communiquer mes insatisfactions, mais pas tomber dans un peu cette spirale-là d'escalade. C'est très rare que ça va venir, qu'une dispute va commencer avec des insultes puis des cris. Ça va souvent commencer avec des petits comportements. La petite ironie, le petit commentaire que je vais laisser à gauche, tout ça. Puis là, il va y avoir une escalade. Puis c'est souvent là que ça en vient des comportements qui vont être beaucoup plus intenses. Donc, si on réussit à percevoir les plus petits comportements le plus rapidement possible, ça va être plus facile de ne pas tomber là-dedans puis de tout de suite changer. OK, là, je vois que je commence à dévier un peu vers une communication qui est plus malsaine, qui est plus dans l'attaque. Donc, ça va être facile de ramener, de dire non, là, j'arrête, il faut que je prenne une autre forme, il faut que je prenne un autre outil pour verbaliser ce que je veux verbaliser, pour pas alimenter cette conversation-là qui est en train de se diriger vers une dispute, un conflit qui va prendre plus d'ampleur qu'il aurait dû y avoir à la base. Puis, justement, tu sais, il y a comme deux personnes un peu dans la situation qu'on parle du soupir. Il y a la personne qui fait la violence puis il y a la personne qui la reçoit. Mais tu sais, dans les deux cas, comment qu'on fait en tant que personne qui reçoit cette violence-là puis qui communique qu'il y a un malaise, justement, ou qu'il y a quelque chose qui est ressenti qui est pas correct, à une personne qui peut-être que son intention n'était pas nécessairement de ça, mais toi, tu l'accueilles de cette façon-là parce qu'elle, elle l'a banalisé durant des années, elle a reproduit ce comportement-là puis c'est juste normal pour elle. Comment, justement, tu lui expliques que tu te sens pas bien pour t'assurer que non seulement d'un bord, la personne le reçoive bien, puis de l'autre côté aussi, que ça soit bien communiqué, pas dans la violence non plus, parce que nous, on peut embarquer justement, comme tu dis, dans ces réactions-là puis dans cette spirale-là. Fait comment qu'on brise justement ce cercle de communication violente-là? Pour débuter, je vais commencer par dire une dynamique ou une relation, c'est deux personnes. Donc, si une relation ou une dynamique entre deux personnes est plus difficile, on n'est pas nécessairement responsable à 100% de la dynamique puis du fait que la relation avec tel collègue de travail, tout ça est plus difficile. Cependant, je suis 100% responsable de mes comportements. Absolument. Donc, comment que j'y réagis? Qu'est-ce que je fais pour briser ce cercle-là? J'en suis responsable de ma réaction. Fait qu'un petit peu comme tu dis, qu'est-ce que je fais si l'autre a un commentaire, je sais pas, lui, dans sa famille, le sarcasme, c'est utilisé à bon escient. Puis pour eux, c'est un mode de communication, tout ça. Mais moi, je suis pas à l'aise. Je suis pas bien avec ça, puis ça me heurte. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour y dire, hey, quand tu me dis telle chose de telle façon, je suis pas à l'aise. Je sais pas, je l'interprète d'une façon qui me fait du mal, puis j'aimerais ça que ça soit communiqué d'une autre façon. Donc, comment qu'on pourrait s'y prendre pour
les prochaines fois, quand on a quelque chose à se dire, mais qu'on prenne un autre moyen que l'humour ou le sarcasme. Ce que je viens de faire, c'est un peu une forme de communication non violente. Donc, la base de la communication non violente, c'est de de verbaliser ce qui se passe, de parler de mon sentiment là-dedans, de qu'est-ce que je perçois, puis d'essayer de trouver une solution ensemble pour pas que ça se reproduise, puis que la relation soit saine puis aille bien. Que ce soit avec un collègue, un ami, un membre de la famille, tout ça. Donc, l'intention est 100% sain. Dans une vraie communication non violente, mon intention n'est que de régler la situation, qu'on s'entende, puis de trouver une solution pour pas que ça se reproduise, ce type de situation-là. Donc, il y a comme des étapes à suivre puis des choses à dire pour essayer de désamorcer. C'est pas une formule qui marche à 100% à chaque fois, c'est ça. mais... Moi, c'est plus la question justement de la personne qui reçoit. Tu sais, souvent, tu as donné un exemple impeccable de justement la belle famille qui arrive puis que c'est normal pour eux le sarcasme. La personne, elle arrive à. Tu sais, le pauvre gendre, mettons, ose dire ben, c'est parce que moi, genre, j'aime pas ça quand vous parlez comme ça, quand c'était normalisé pendant des années. Ben là, il y a le risque que non seulement la conjointe soit comme ben, c'est parce que nous, on a tout le temps fonctionné comme ça. Puis que la belle famille soit ben, voyons, tu te dramatises donc bien. Puis, tu sais, là, on tombe justement dans des jugements. Puis, tu sais, là, la personne se sent moins bien, tu sais. Fait que c'est difficile un peu à tu sais, il y a comme, justement, comme tu dis, c'est vraiment y aller par étapes que vous suggérez pour s'assurer que la personne aussi se referme pas comme une coquille puis dise, mon Dieu, mon intervention n'a pas fonctionné puis perdre confiance en lui après, là, tu sais, au niveau de ces interventions-là, tu sais. Fait que les étapes que vous suggérez sont vraiment pas, tu sais, d'un coup, tu arrives, puis là, tu te proclames, puis tu fais juste comme te déverser. Fait que c'est pour ça qu'il faut pas accumuler, j'imagine aussi. Oui, puis le but d'avoir une communication non violente, c'est justement d'essayer de régler les conflits au fur et à mesure aussi pour pas en venir à accumuler. Si je retiens mes frustrations pendant des années, par exemple, ben après ça va être plus dur de ramener. Ben là, ça fait 3 ans qu'on te parle comme ça. Pourquoi là, tu réagis en ce moment? Donc, ça va être plus dur à comprendre. Donc, c'est essayer de les régler au fur et à mesure, puis de, justement, aborder la situation. En famille, peut-être pas à table quand il y a 10 personnes, parce que là, j'ai comme 10 dynamiques à régler différemment, mais avec une personne, le but, c'est de régler ça. Donc, tu sais, d'en parler avec la personne, puis de vraiment de le faire dans un état d'esprit qui va être calme et qu'on va être apaisé puis qu'on va être capable de se discuter. Si on est déjà en train de chicaner, ça peut être difficile un petit peu de régler un conflit. Quand c'est baissé un petit peu, c'est de nommer les faits. Qu'est-ce qui se passe? Puis les faits, je marque concrètement. Pas de jugement. Tu m'attaques ou t'es comme ci, comme ça. Non. Vraiment, tantôt, il y a eu tel commentaire. Moi, je me suis pas senti à l'aise. Fait qu'on parle au jeu, là, pour s'assurer que l'autre aussi soit vert. On parle au jeu. On veut pas... Communication non violente, à la base, on veut pas attaquer. On veut pas faire de violence psychologique. Donc, on veut pas dénigrer ce que l'autre dit. On veut pas être moralisateur. On veut pas dire à l'autre, t'es pas correct, t'as pas à faire ça, tout ça. Parce que pour lui, c'est peut-être correct, au bout du compte. Puis on veut pas être la personne, toi, t'es pas correct, moi, je suis correct. Oui. Là, on se positionne au-dessus de l'autre, puis c'est un jugement aussi, là, tu sais, l'autre se sent... On veut pas tomber là-dedans. Donc, ce qu'on veut faire, c'est exprimer ce qui s'est passé. Moi, comment je me suis senti là-dedans. Comment que j'aimerais que ça se passe, puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour y arriver. Si, par exemple, on reprend l'exemple de la belle famille, tout ça, j'en parle avec mon beau-père, par exemple, puis je dis tantôt, il y a eu tel commentaire, moi, j'ai pas vraiment été à l'aise, je me suis comme senti un petit peu visé là-dedans. Est-ce qu'il y a possibilité, les prochaines fois, qu'on essaie de verbaliser ça autrement? Mon beau-père pourrait me répondre, ben moi, je parle comme ça, je peux essayer de faire attention, mais ça se peut que je n'échappe une fois de temps en temps, c'est pas pour t'attaquer, c'est une façon que j'ai de parler. OK, là, on s'est parlé, on s'est compris. Je sais que lui, il passe des messages comme ça, mais qu'il veut pas être méchant. Moi, ça me permet de remettre en perspective. C'est pas contre moi, mais en même temps, il m'a dit qu'il allait faire attention. Donc là, on est en train d'essayer de se trouver un compromis, un terrain d'entente pour que les prochaines fois, ça vienne moins me heurter, puis que lui, il ait une meilleure relation avec son beau-fils. Donc, l'objectif de ça, c'est qu'on trouve un point commun. Puis souvent, tout le monde a le même point commun. On veut que ça se passe bien. On veut qu'on être heureux avec les personnes autour de nous, puis on va avoir des bonnes relations. Donc, c'est bien rare que quelqu'un dise « Non, moi, j'aime ça t'attaquer, j'aime ça te faire chier, donc subis. C'est assez rare. C'est assez rare. Donc, puis souvent, on va fuir ces relations-là parce qu'il ne va rien avoir de positif qui va venir avec ça. Parce qu'il y a une introspection aussi à se faire par rapport à nous, parce qu'il y a des situations qu'on surréagit probablement aussi. Tu sais, dans quel contexte, tu sais, il faut se dire, ben c'est peut-être moi, ma personne... Qui est trop susceptible. Y a-t-il des situations qu'on peut se dire justement, ben c'est moi qui est comme trop susceptible de penser que son intention était mauvaise? Ou, dans tous les cas, c'est bon quand même d'avoir cette discussion-là parce que ça permet de faire cette introspection-là avec comme un point de vue externe. Je sais pas si c'est clair comme question, mais... Tu as nommé quelque chose de super important, l'introspection. Des fois, la vie va vite, tout se bouscule, puis prendre le temps de s'asseoir puis se dire... Tantôt, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est moi qui l'interprète mal?
est-ce que c'est vraiment un commentaire que je trouve inadéquat ou je suis un peu susceptible aujourd'hui, j'ai mal dormi, ça va pas bien, puis je l'ai pris un peu personnel quand j'aurais pas dû. Ouais. Cette fameuse introspection-là, on la fait probablement pas assez souvent. Un temps pour soi de remettre en question, de dire, attends un petit peu, là, est-ce que ça, je l'aborde ou j'en fais beaucoup plus que qu'est-ce que c'est vraiment? Ouais. Puis si je veux l'aborder, de quelle façon? Puis est-ce que je veux vraiment l'aborder ou c'est arrivé une fois dans les 3 dernières années qui m'a lâché un commentaire comme ça. C'est correct. Celle-là, je vais peut-être le laisser. Puis si ça se reproduit encore, là, je vais l'aborder. Fait que c'est ça la différence entre la normalisation aussi, puis de banaliser, en fait. C'est l'introspection que tu fais avant en disant justement, bon, est-ce que ça a été répétitif, puis est-ce que c'est la façon que ça m'a heurté, c'est par rapport à moi ou c'était vraiment par rapport à comment que lui, la communication, en fait, qui m'a faite, là, tu sais. Oui. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis tu nommes quelques outils là, un peu là, dans la discussion par-ci par-là. Je sais que vous en avez vraiment plusieurs. Est-ce que tu es capable de m'en nommer quelques-uns que de base, les gens devraient tous avoir dans leur sac à outils là, pour s'assurer qu'ils ont des environnements sains et pas épurés de communication non violente? Parce qu'on en a parlé, on en fait tous. Ça n'existe pas un monde parfait sans violence. Mais justement, qu'on est capable au moins de l'identifier puis de faire l'introspection après. Quels outils, mettons, de base là, tu recommandes? Là? Bien, le point 1, c'est d'essayer de ne pas faire de violence. Je dis essayer le plus possible. Oui. Parce qu'automatiquement, quand il y a des comportements violents, il y a des réactions, il y a des conséquences, puis ça apporte quelque chose à la dynamique. Ouais. Donc, numéro 1, être non-violent. Mais là, comment on fait pour être non-violent? On a parlé d'introspection. Puis les moments qu'on fait les meilleures introspections, c'est quand on est calme, reposé, puis qu'on n'est pas dans la colère ou dans des émotions extrêmes. Donc, lorsqu'on sent qu'une émotion vient vraiment, monte en nous, puis qu'on sent que ça commence à prendre le contrôle, puis que là, que nos idées sont pas claires, le truc numéro 1 qu'on dit, qu'on l'appelle le time-out, le pas de recul, prendre un moment pour soi, c'est super important. Puisque quand on est calme, comme là, on est assis, on pourrait parler des problèmes qu'on a déjà eus, puis on serait capable de relativiser et de dire, OK, ça, j'ai peut-être mal réagi, tout ça. Mais quand on est dedans la situation, puis qu'on est pris par l'émotion, on voit pas les subtilités, puis on n'a pas les idées claires. Là, tu as parlé du time-out. Là. Moi, j'avais un chien, mettons, puis là, genre, c'était comme le time-out qu'on disait au chien. Il me semble que je parlais de même, mais tu sais, qu'est-ce que ça veut dire là, de vraiment faire un time-out? Bien, l'étape numéro 1, c'est de sentir lorsque ça commence à plus bouillir ou qu'on commence justement à glisser vers une situation qui va être à risque. Ouais. Donc, tu sais, nous, on appelle ça les signes précurseurs, mais voir ce qui... OK, un signe précurseur. Exactement. C'est un signal d'alarme qui va nous dire que là, on est en train d'aller vers une situation qui va être difficile, qui va être plus conflictuelle. Par exemple, si je vais avec les signes physiques, ben, je commence à avoir chaud, je ne les sens pas. Au niveau psychologique, je rumine dans ma tête, je commence à me dire, bon, qu'est-ce qu'il fait encore? Si je vais avec le chien, par exemple, le chien m'énerve, il me fait donc bien chier aujourd'hui. Oui. Puis, si je vais vraiment dans un discours négatif, c'est des signes qui disent, là, tu es en train de glisser tranquillement vers une zone que tu vas être plus à risque. Parce que là, tu réfléchis moins, tu es comme dans l'émotion. Exactement. Exactement. Puis, où c'est qu'on est capable de prendre, je vais dire, les meilleures communications puis les meilleures décisions, c'est lorsqu'il y a un certain balancier dans l'émotionnel puis le rationnel. Donc, lorsque j'ai un bon niveau d'émotionnel puis de rationnel qui est quand même équilibré, c'est là que je vais être capable de prendre mes meilleures décisions. Fait que si j'ai un débalancement au niveau émotionnel puis que je m'en viens plus rationnel, là, on va dire, retire-toi de la situation, prends un temps de ramener cet équilibre-là, fais ton introspection, puis le reviens dans la situation. Puis comment qu'on fait pour justement faire... là, les questions chamboulent encore une fois, mais tu sais, mettons, moi, je me dis, je m'en vais faire un time-out. Des fois, je m'en vais... tu sais, je sais pas, les enfants, ça crie en haut. Je suis une jeune maman, justement. Bon, une journée stressante après, je me dis, là, genre, je suis plus capable. Je m'en vais en bas. Je vais juste me relaxer. Mais tu sais, des fois, je reviens, puis tu sais, on dirait que c'est pas complètement évacué. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire, justement, dans des... Tu sais, nos vies sont tellement surmenées aujourd'hui, là, tu sais. Fait comment qu'on fait pour, justement, s'assurer que le time-out a été efficace, genre? Bien, le but du time-out, c'est de se retirer, de faire un plan de match puis de revenir. Fait que c'est pas une fuite puisque je vais revenir puis je vais la régler la situation. Mais là, c'est quand je sens que je monte. Fait que quand on se retire, je prends l'exemple, je sais pas, mes enfants sont dans le bain ou quoi que ce soit, je peux pas vraiment aller dans le sous-sol pendant une demi-heure pendant que mes enfants sont dans le bain. Effectivement. Mais est-ce que je peux aller au lavabo, mettre un peu d'eau dans le visage, me dire, OK, là, faut pas que je crie, faut pas que je fasse des gros yeux, faut pas que j'aille un ton de voix intimidant avec mes enfants. Qu'est-ce que je peux faire? OK, je vais aller les voir, je vais respirer, je vais leur répéter la consigne, je vais leur répéter 3 fois. À la 3e fois, s'ils n'écoutent pas, je vais leur donner une conséquence. On se fait un plan de match qui va être sain, puis après ça, on en revient, puis on essaie de l'appliquer. Des fois, ça ne marchera pas. Fait qu'on se dit, retire-toi, on refait, puis jusqu'à temps que ça marche, ou de ne pas en venir à avoir un comportement inadéquat. Des fois, ça ne marchera pas.
communication non violente ou l'outil du time-out, c'est pas un outil qu'à 100%, ça va régler ta situation et ça va fonctionner. Ouais. Cependant, ça nous évite d'ancrer dans ce qu'on avait nommé tantôt la spirale. Ça va nous éviter d'y aller, puisque quand on commence à glisser, on revient. Ouais. On glisse, on revient tout le temps pour pas justement tomber là-dedans. Amplifier, vraiment. Amplifier. Fait que là, on laisse le problème à ce niveau-là, ce qui veut dire qu'on l'empire pas. Des fois, ça la résout pas, mais juste de pas l'empirer, c'est déjà une bonne chose. Donc, de pas tomber là-dedans, on l'alimente pas, donc on lui donne pas plus d'importance. Le feu grossit pas. Je mets pas de bûche dans le foyer davantage. Fait qu'il reste plus bas. Donc... Puis après, c'est plus facile de gérer puis faire cette introspection-là ou de prendre le time-out quand les enfants sont couchés puis pas en danger de noyade, bien sûr. T'sais. Oui, puis des fois, c'est de voir les autres moyens aussi. Est-ce que mon conjoint, ma conjointe peut prendre le relais aussi? Puis même chose au travail, par exemple. Je suis au travail, j'ai un client difficile, je suis vendeur ou quoi que ce soit. J'ai un client difficile, il vient me chercher, il me fait vraiment me chercher. Est-ce que je peux dire, ce sera pas bien long, je vais aller voir mon superviseur en arrière, tout ça. Je vais dans le backstore. 3-4 grands respires. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui prend la relève? Non, je suis tout seul, parfait. Je vais revenir voir le client. Je me mettrai pas à sacrer après. Je vais tout ça. Je vais y répéter mon discours. Je vais prendre mon temps. Je vais y répéter ce que j'ai déjà dit, puis je garde mon calme. Je retourne le voir, puis là, j'ai mon plan de match, puis je suis prêt. Hey, c'est fou. Faut que je fasse un petit aparté. J'ai tout le temps ça. Là. Ça fait 2-3 fois que je le dis dans le podcast, mais ma mère a une entreprise en expérience client, puis je te le dis, là, sur 10 millions de formations que j'ai entendues, puis je savais même pas qu'il y avait un lien avec la communication non violente. Je pense que, je vais dire une statistique qui n'est pas fondée scientifiquement, là, mais dans ce qu'on avait vu, je pense que dans 80% des cas, quand il y avait une situation difficile là, d'un client, mettons justement pas contact comme on parle, il y avait toujours 2 options qu'on proposait. Le premier, c'était justement d'aller prendre un time-out, sans dire le time-out qu'on se connaissait pas. Puis l'autre, c'était de déléguer justement à une autre personne qui était comme plus haut. Puis dans 80% des cas, les clients se désamorçaient et étaient ouverts à avoir la conversation et justement être en mesure de justement pas finir dans un client qui est pas content, qui après va dire que l'entreprise va mal. T'sais, c'est fou. Juste des petites subtilités font changer une dynamique au complet. Puis, pour une entreprise, des impacts financiers aussi par la suite d'un commentaire négatif d'un client. T'sais. Fait que ces petits changements-là peuvent être tellement comme changer complètement une dynamique familiale puis d'affaires. Puis, la question aussi, c'est de savoir, c'est quand le moment qu'on se dit, j'ai essayé de parler à mon beau-père, j'ai essayé de justement désamorcer, j'ai fait mes time-out, puis c'est quand qu'on se dit, là, la situation a pris un autre niveau, puis là, je suis dans une situation où vraiment, c'est de la communication violente que j'ai, le contexte est extrêmement néfaste pour moi, mettons, en tant que, victime, puis là, il faut que je me retire, t'sais. Dans quel contexte, justement, vous dites aux gens qui viennent à l'organisme, genre, là, il faut qu'on intervienne, t'sais. Chaque personne, la personne qui nous connaît le mieux, c'est nous-mêmes. Ouais. Donc, on est la personne qui va savoir si nos limites sont dépassées, si je suis capable de rester là-dedans, si je suis encore bien ou si je le suis pas. Ouais. Donc, on revient un petit peu à l'introspection de tantôt. Est-ce que dans cette relation-là, je suis encore bien? Est-ce que je peux encore mettre des choses en place, faire des choses pour essayer de l'améliorer? Ou j'ai, je vais dire, tout essayé, puis ça fonctionne toujours pas. Ouais. Donc là, quel choix que je fais, puis qu'est-ce que je décide? On va reprendre l'exemple du beau-père qu'on avait parlé tantôt. Ouais. Est-ce que j'ai vraiment essayé avec ce beau-père-là de régler la situation? Est-ce que j'ai vraiment essayé de l'aborder? Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il n'est pas ouvert? Est-ce que je l'ai fait de la bonne façon? Est-ce que j'en ai parlé aussi avec ma conjointe, mon beau-frère, tout ça? Donc, est-ce que j'ai tout essayé en mon pouvoir pour essayer de la régler? Si ça ne se règle pas, et après ça, c'est décidé. Est-ce que je suis capable de tolérer certaines choses? Qu'est-ce que je ne suis pas capable de tolérer? Puis qu'est-ce que moi, je peux mettre en place pour me sentir bien? Moi, des fois, je dis me sentir moins mal. Puis au lieu d'être au souper et de rester pendant 5 heures, je vais rester juste 3 heures, par exemple. Okay. Mais je veux quand même voir mon beau-père parce que c'est important pour ma conjointe. T'sais, donc, qu'est-ce que moi, je peux mettre en place pour essayer de l'améliorer, que ça soit moins lourd, puis tout le monde se sente bien là-dedans? Fait que c'est nous qui, personnellement, qui va savoir. C'est la même chose au travail. Si, par exemple, j'ai un boss qui est, je vais dire, violent avec moi, il me donne, la façon qu'il me donne les ordres, il est dénigrant, il me dévalorise, tout ça. Puis moi, c'est contre mes valeurs d'être dans un organisme qui a ce type de patron-là, donc je me sentirai pas bien, peu importe. Donc, ça pourrait être de quitter ou de voir s'il n'y a pas une façon que j'ai à moins croiser mon patron. Puis il y en a pour qui vont dire, c'est mon travail, je suis payé, je suis prêt à encaisser ça pendant mon 8 heures, puis après ça, ben je n'entends plus parler le reste de la journée, ça me dérange pas, puis je vais le subir pendant 8 heures, j'accumule pas, c'est ma job, puis je vais faire avec. Ça se peut. C'est 2 types de personnes, les deux, il n'y a pas un qui a plus raison que l'autre. Il y en a un qui est capable de laisser ça couler sur son dos, puis l'autre qui n'est pas capable. C'est la personne, personnellement, qui va le savoir. Est-ce que je suis capable de vivre avec ça?
puis qu'est-ce que je peux mettre en place. Puis dans des contextes, par contre, plus graves, parce que, tu sais, là, on parle quand même, on va dire de soft, c'est quand même doux, mais tu sais, dans certains cas, bon, il y a justement de la violence physique, il y a de la violence sexuelle qui peut être en cours. Il y en a qui en ont vécu dans l'enfance, puis pour eux, c'est banalisé, normal, de justement d'être dans des contextes de même. Quel genre de signal, par contre, que, tu sais, que cette ligne-là a été transgressée, puis là, c'est comme... Là, ça veut dire qu'il faut que tu te sortes de ça, puis c'est vraiment anormal malgré ton degré de tolérance à toi que tu as eu dans ton enfance, tu sais. Il y a plusieurs signaux qu'on peut avoir, mais je vais en dire un qui est super important. Si on se sent plus en sécurité, OK. ça va être difficile par la suite de se développer davantage, puis de se sentir bien, puis d'être bien avec soi-même si on ne se sent pas en sécurité dans un endroit ou dans une relation. Ça, c'est super important. Puis si on sent que nos valeurs sont transgressées aussi. Parce que quelqu'un ne peut pas se sentir bien si elle sent qu'elle n'est pas en concordance avec ses valeurs. Si pour moi, je ne sais pas, l'honnêteté, c'est super important, puis moi puis la personne, on se met tout le temps, je pourrais pas être bien dans cette relation-là si je vais à l'encontre d'une de mes valeurs. Puis si je me sens pas en sécurité, parce que j'ai l'impression qu'elle me manipule, qu'elle me contrôle, cette personne-là, bien ça non plus, je pourrais pas être bien. Donc si ma sécurité est compromise, puis je me sens pas en sécurité, tant physiquement que psychologiquement, ça va être difficile après ça de développer une relation puis de continuer à construire là-dessus. Donc, puis il y a plusieurs autres éléments qui pourraient être abordés, mais je crois que ceux-là sont quand même assez importants. Quand on parle de violence un petit peu plus intense, lorsque je me sens plus en sécurité, habituellement, c'est un indice qu'il faut faire quelque chose. Puis, tu sais, là, on a eu une courte discussion, mais GAPI est un organisme qui a énormément d'outils qui sont disponibles à laquelle que vous référez. On invite vraiment les gens à s'intéresser à ce que vous faites. Je pense que la communication non violente devrait être enseignée, devrait être démocratisée encore plus. Même, vous faites des énormes efforts puis vous êtes ultra présents. Bref, merci d'être là. Merci de nous avoir parlé puis d'effleurer des concepts qui sont tellement importants, mais je pense qu'on repart avec des outils, en tout cas un bagage d'outils encore plus rempli. Merci, Olivier. Merci à toi.